Nous sommes réunis en ce dimanche 24 juillet pour discuter et échanger sur le thème de l'éducation financière des enfants. Je suis M. Brice Kwao, fondateur de l'école de la Bourse. Et pour cette troisième édition, nous recevons Mme Colombe Djirebo, fondatrice du blog jecompare.ci. Pendant 1 heure, nous allons échanger avec vous sur ce thème de façon interactive. Donc, chacun aura un exposé de 15 minutes. Et après, on va pouvoir prendre vos questions et interventions sur le point. D'entrée de jeu également, on pourra écouter quelques participants un peu sous forme d'un micro-trottoir. Donc, il y a une personne qui s'était déjà signalée. On pourra prendre une deuxième personne pour dire déjà ce que le thème vous inspire. Et quand vous y avez pensé, est-ce qu'il faut éduquer financièrement nos enfants? Si oui, comment? Donc, ça, c'est d'entrée de jeu qu'on va le faire tout à l'heure même. Mais pour poser le cadre de notre après-midi, j'aimerais vous raconter une histoire qui serait une révision pour les membres de l'école de la Bourse. Et cette histoire-là va vous permettre de bien comprendre l'importance de l'éducation financière des enfants. Si tant est que quelqu'un en douterait, je pense que ce récit-là pourrait aider. Dans l'histoire de Coca-Cola, il y a 3 hommes. Le premier, M. John Templeton, si je prononce bien, est le fondateur, le créateur plutôt, de la formule de Coca-Cola. Donc, il était, entre guillemets, pharmacien là. Et c'était suite à des douleurs, des migraines et tout ça, un peu après la guerre de sécession, qu'il a mis en place cette formule pour un peu se débarrasser, ne pas être trop dépendant de la morphine. Quand il a mis en place cette formule, il a essayé de commercialiser la boisson correspondante. Quelqu'un a ouvert son micro. Koulibaly Onibé. Donc, il a voulu commercialiser cette formule-là, plutôt la boisson correspondante. Et pendant quelques temps, il a essayé, mais ça n'a vraiment pas marché. Ça n'a vraiment pas marché. Non seulement la boisson ne lui a pas donné le résultat qu'il voulait en termes de satisfaction par rapport à ses migraines, mais d'un point de vue commercial, ce n'était pas vraiment ça. À la suite, un deuxième personnage entre dans l'histoire concernant Coca-Cola, c'est M. Asa Candler, si je prononce bien aussi. M. Asa Candler était banquier à l'époque et un jour aussi de mauvaise santé, on lui aurait conseillé de boire du Coca-Cola pour sa migraine et lui par contre ça l'a aidé. Donc il s'est juré de mettre la main sur ce produit-là et d'en faire connaître, de le faire connaître à toute la nation américaine. Donc quelques temps après, effectivement, les mésaventures de Templeton ont aidé à ce qu'il puisse racheter la formule et tout ça. Donc c'est lui qui a créé The Coca-Cola Company qu'on connaît aujourd'hui. Et pendant 20 ans, ce banquier protestant très rigoureux s'est fait un peu le messie du Coca-Cola en Amérique. Il a bâti une compagnie, il a recruté des commerciaux et ils ont vraiment fait ce qu'il fallait pendant 20 ans aux États-Unis pour que Coca-Cola soit numéro 1 en soda. Comme vous savez, historiquement, c'est l'une des premières boissons, mais après, il y a eu beaucoup d'autres qui sont arrivés. Beaucoup d'autres, comme on dit, copies du Coca. Et il a fallu se battre, stabiliser le format, avoir des accords avec les embouteilleurs. Et tout ça, c'est Candler qui l'a fait. À la fin de sa vie, M. Candler a réuni ses enfants et petits-enfants à la faveur d'une fête de Noël. Et à cette occasion, il lui a donné sous forme d'enveloppe cadeau de Noël des actions de Coca-Cola. C'est son arrière-petite-fille qui raconte ça dans le documentaire de Coca-Cola. Donc, il a travaillé toute sa vie sur un projet, sur une entreprise, et comme tout bon parent, il était heureux de léguer ça à ses enfants. Mais ce qui s'est passé, je pense qu'il n'a pas vu ça venir. Et aujourd'hui, même, ça choquerait beaucoup. La semaine qui a suivi ce legs-là, les enfants de Candler, bon,
On dit et les petits-enfants, mais je dis arrêtons d'accuser les petits-enfants, ils n'y pouvaient rien là. Donc les enfants surtout se sont concertés, ont convenu de vendre Coca-Cola et c'est faire rentrer le troisième personnage dans l'histoire, M. Woodruff, aussi banquier. Et ils ont vendu Coca-Cola donc à 25 millions de dollars à un consortium de banques mené par M. Woodruff. Donc la chute de l'histoire de Coca-Cola a été faite avec la famille Woodruff et puis les autres investisseurs qui ont eux été à l'origine du développement international de Coca-Cola. Pourquoi je vous parle de cette histoire-là aujourd'hui? Parce que à l'EDB, comme on en a déjà parlé il y a quelques années, ce qui s'est passé avec M. Candler, c'est ce que personne ne souhaiterait vivre au niveau des parents que nous sommes. Parce que toute notre vie a construit des systèmes d'actifs, des entreprises, des terrains, des maisons, pour qu'au premier, comment dire, dès que notre tête se tourne un peu net, les enfants se mettent à brader ça, encaisser l'argent pour pouvoir faire vivre une vie hautement discutable. Mais c'est ce qui s'est passé avec M. Candler. Et donc, quand on parle souvent d'éducation financière des enfants, je raconte cette histoire pour poser le cadre. Pour dire, regardez comment une famille a laissé échapper, bon, même si 25 millions de dollars de l'époque, c'est beaucoup d'argent, mais un fleuron de l'économie mondiale, même, je dirais même pas américaine, juste parce que les enfants, Candler, apparemment, n'avaient pas la même éducation financière ou la même vision financière que leur père. Et donc, ça nous amène à la question de ce soir. Comment éduquer financièrement nos enfants pour ne pas que le fruit de nos efforts et de nos sacrifices, parce qu'on en fait beaucoup à l'école de la bourse, je le sais, je vois vos plans d'investissement. Des gens en 200 000, 300 000, 400 000 s'engagent en bourse, commencent à acheter des choses en se privant. Pour ne pas que justement le fruit de ces privations-là, on se retrouve quelques années après à les perdre parce que des enfants mal avisés s'en seraient défaits au premier coup. Donc, voici un peu une histoire vraie que vous pourrez retrouver, comme c'est l'histoire de Coca-Cola, donc sur YouTube, en 2 parties. Vous allez trouver cette séquence-là dans la première partie et qui nous aide à ouvrir notre réflexion sur l'éducation financière des enfants. Donc, on va prendre le premier intervenant qui s'était proposé dans le groupe. Il s'agissait de M. Go. Est-ce que M. Go est connecté? Ok, M. Go a dit oui. Donc, M. Go, vous allez prendre la parole en activant votre micro et puis nous partager votre réflexion sur le sujet pendant 3 minutes. Vu que c'est M. Go seulement qui s'est proposé, donc au niveau des interventions de la communauté, malheureusement, on n'aura qu'une seule intervention. Mais je vais rappeler que dans Parlons d'argent, on fonctionne comme une émission. Donc on donne la parole à l'audience pendant 10 minutes. On a trois participants qui partagent leur avis sur le sujet avant que les invités ne se prononcent. Donc malheureusement, pour cette édition-là, on n'aura que M. Go. Mais on verra si quelqu'un après lui est, comme on dit, est chaud, pourra prendre la parole. Allez-y, M. Go, 3 minutes. Bonsoir, chers tous. Merci, Coach Brice. Merci également à Madame Pirebo. Merci à toute l'Assemblée. Alors, le thème, il est vraiment intéressant et c'est la première fois que je participe à une telle activité. J'espère vraiment pouvoir apprendre beaucoup. J'espère surtout qu'en fait, je vais apprendre les stratégies qui vont m'aider moi-même à encadrer mes enfants pour ce qui concerne l'éducation financière. Parce que j'ai déjà eu à mettre sur pied des activités, mais malheureusement, par manque d'encadrement et surtout parce que je ne comprenais pas bien les principes liés à la gestion de l'argent et à la façon d'investir, j'ai eu à perdre beaucoup. J'espère qu'au sortir d'ici, je vais apprendre quelque chose de plus et puis pouvoir le transmettre à mes enfants. D'accord, ok. Merci, M. Go. Bon, en termes de contribution, je pensais plutôt à comme pas une expression de besoin, mais plutôt le produit d'une réflexion qui pourrait être une piste pour nous. Parce qu'après, comme vous avez vu, on aura tout l'échange avec la communauté. Mais déjà, je note que vous avez ce besoin-là. Donc, on va donner la parole maintenant à Mme Colombe Djerebo, fondatrice du blog jecompare.ci, pour son intervention pendant 15 minutes. Elle va nous partager le fruit de ses réflexions et ses recherches sur le sujet. Donc, Colombe, si tu es prête, tu peux y aller. D'accord, bonsoir à tous. Je veux juste faire une petite précision. Je compare.ci n'est pas un blog, c'est une entreprise.
Et c'est un comparateur des tarifs bancaires. Et nous avons une deuxième, notre première activité, c'est le comparateur des tarifs bancaires. Le deuxième service qu'on propose, c'est le service de conseil à la gestion des finances personnelles. Voilà, donc c'était ça la petite précision. Super. Okay. D'accord, super. Par rapport au sujet de ce soir, je voudrais déjà dire qu'en tant que parents, nous jouons un rôle déterminant dans l'éducation financière de nos enfants. On ne s'en rend pas compte, mais c'est très important, d'autant plus que cette thématique-là n'est pas abordée dans le cadre scolaire. Et ça, c'est dommage, parce que je pense qu'on aurait pu, les différentes écoles auraient pu l'intégrer au même titre que le CIEM qu'on faisait à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore dans le programme, mais pouvoir parler quand même de cette thématique-là peut permettre aux enfants de suffisamment se prendre en main quand ils deviendront des adultes. Cela allait leur permettre d'être autonomes et un peu plus responsables. Aujourd'hui, on rencontre de nombreuses personnes qui, à l'âge adulte, ne savent pas comment gérer leur argent, ne savent pas comment constituer une épargne, comment investir. Ils ont juste de l'argent, ils dépensent parce que voilà, il faut dépenser. Donc, cela m'a poussé en fait à me demander quelles sont les clés pour initier les enfants à la gestion budgétaire. Parce que tout part de l'enfance en fait. Quelles sont les habitudes des enfants? Comme on le dit souvent, on dit que l'enfant en fait, que tout part de l'enfance. Ce sont les habitudes de l'enfant qui font qu'à l'âge adulte, on a de bons automatismes. Donc, en partant de cette question-là, je me suis dit que, étant enfant, en fait, dans nos habitudes, dans les habitudes de chaque famille, on constate généralement que l'argent est un sujet tabou. Les parents ne prennent pas le temps de discuter, de montrer aux enfants, en fait, leur budget. Il n'est pas question là de venir systématiquement dire aux enfants, moi, j'ai un salaire de 300 000, voilà comment je fais mon budget. Non. L'argent est très présent. C'est une réalité, en fait. Donc, il est important pour moi qu'on commence à parler d'éducation financière aux enfants en abordant le sujet de façon très naturelle, familiaux. Donc, il y a des enfants 3 ans de l'argent, je vais acheter des bonbons, maman, je vais acheter ci. Donc, ils comprennent en fait que l'argent est un moyen d'échange. Mais comment ça fonctionne, comment on l'utilise? Généralement, quand les enfants demandent de l'argent de cette manière-là, on ne fait que leur dire non, je ne veux pas, non, ce n'est pas possible, ou crier sur eux sans pour autant expliquer pourquoi. Or, peut-être que certains d'entre vous ont remarqué, dès l'âge, les enfants, en fait, dès l'âge de 1 an, ou même peut-être même avant, ils commencent à comprendre, en fait. Il faut juste leur expliquer certaines choses. Donc, en fait, il faudrait savoir que, par exemple, de l'âge de 3 ans à c'est que la valeur, il faut que 500 francs. Ou, par exemple, que aller acheter un bonbon coûte plus cher que aller, par exemple, acheter une glace. Ce genre de choses. C'est déjà un premier pas pour cet âge-là. Ou encore même à l'âge de 3 ans. Entre 3 ans et 6 ans, on peut commencer à dire à l'enfant, bah, il faut que tu commences à épargner. Quand les tontons et les tantis donnent de l'argent, vas-y, mets ce que tu as reçu dans la petite caisse. Quand ça fera un montant X, on ira acheter par exemple la poupée que tu veux. Ou quand ça fera un montant Y, on ira acheter par exemple le vélo que tu recherches. Mais déjà, commencer à donner quelques objectifs aux sommes que ces enfants-là reçoivent. C'est déjà un premier pas. Donc, commencer à expliquer pourquoi on utilise l'argent, justement. Ils savent que l'argent sert à échanger, à payer des choses ou à bénéficier de certains services. Mais leur faire comprendre pourquoi on le fait. Ça, déjà, c'est un premier pas à partir de 3 ans. Pour moi, de 6 ans à 12 ans, on peut commencer à leur donner de l'argent de poche. Il y a de nombreuses familles, il y a des parents qui sont contre ça. Mais pourquoi donner de l'argent de poche? Il ne s'agit pas ici de dire à l'enfant de 6 ans là, tiens, 600 francs, il faut gérer toute la semaine. Non. Ici, en fait, il y a la manière.
Il y a la manière de pouvoir donner de cet argent-là. Par exemple, comprendre à l'enfant en fait que, bon, tu es censé t'occuper de ta chambre, c'est toi qui fais le nettoyage de ta chambre, mais si le samedi, il arrive que, par exemple, tu nettoies ta chambre et, par exemple, le salon en plus, tu auras, par exemple, 50 francs pour pouvoir acheter ce que tu recherches, ce dont tu as besoin. Et peut-être que si l'enfant, il dit, par exemple, supposons que c'est un petit garçon qui il dit qu'il veut acheter, par exemple, une voiture, ou une voiture ou un t-shirt, voilà. Ou il veut partir, par exemple, à Sokosé pour aller manger et tout. OK, donc ce que tu veux aller manger à Sokosé coûte, par exemple, 10 000. Donc, pour avoir les 10 000, je te garantis, par exemple, de te donner chaque semaine, si tu vas bien, par exemple, à l'école, si tu fais correctement tes exercices, on donne en fait des gages à chaque chose. Parce que l'objectif ici, c'est de faire comprendre à l'enfant la nécessité de travailler pour pouvoir gagner de l'argent. C'est ça en fait. Parce qu'il ne s'agit pas en fait de se dire, OK, moi je fais rien et puis les parents m'achètent tout. Donc comprendre, parce que tout à l'heure, Coach Brice parlait justement des enfants des personnes qui ont bénéficié de l'héritage de Coca-Cola. Quelle éducation ils ont reçue durant leur enfance? Est-ce qu'ils ont eu le temps? Est-ce que le père a eu le temps quand même de parler de son activité, de parler de la relève, de parler de comment l'argent sera géré? Et surtout de la nécessité de travailler pour pouvoir bénéficier de toutes ces richesses-là. Généralement, on ne parle pas de travail, en fait. On ne fait pas de lien entre le travail et l'argent. On se dit juste, on passe notre temps à juste dire aux enfants, non, on ne te donne pas, non, on ne te donne pas. En temps, si on commence à intégrer dans notre éducation le simple fait de valoriser les différentes tâches qu'ils font, on va dire, OK, c'est normal qu'ils travaillent à la maison parce que voilà, ils vivent là. Mais le simple fait de commencer petit à petit comme ça, à les conditionner au fait qu'ils doivent travailler pour avoir de l'argent, même ne serait-ce que chaque, il y a des familles, par exemple, qui, par exemple, disent aux enfants, quand tu es premier de classe, je te fais un cadeau. Mais là, ce serait intéressant, par exemple, de dire, OK, le cadeau a telle valeur. Et pour avoir ce cadeau-là, il faut faire ci. Comme ça, l'enfant, il comprend systématiquement qu'il y a des choses à faire pour avoir de l'argent. Et là, en plus d'intégrer le fait, lier l'argent au travail, c'est surtout le fait de pouvoir économiser. On peut trouver des tips à ce niveau-là pour faire comprendre à l'enfant que, bon, vu que ce que tu cherches à acheter a un montant assez déjà élevé, ce que tu vas faire pour atteindre ton objectif, c'est de mettre de l'argent chaque fois de côté en utilisant sa petite caisse. Donc là, systématiquement, l'enfant, en grandissant, il aura déjà cette notion d'économie, de patience et de travail. Et surtout, le fait de ne pas pouvoir vivre au-dessus de ses moyens. Donc, on se retrouve là à fixer avec eux un objectif d'épargne afin qu'ils apprennent la notion d'épargne et de patience. On leur explique surtout aussi la différence entre un besoin et une envie. Parce qu'on peut se dire, par exemple, en début d'année scolaire, les enfants ont besoin de quoi? Ils ont besoin du sac à dos, de la chaussure, peut-être de 2 tenues pour aller à l'école. Dans cette même période-là, peut-être que l'enfant va sortir. Il a déjà eu ses 2 chaussures, il va avoir une 3e chaussure qui va se dire, OK, non, mais maman, papa, c'est ce que je veux une 3e chaussure, je veux une 4e chaussure. Là, il n'y a pas suffisamment d'argent. Il faut faire comprendre à l'enfant, à ce moment-là, que non, en ce moment, on a juste besoin d'acheter ce dont tu as besoin dans l'urgence. Après, les éléments, tes envies, on les fera après quand l'argent rentrera. Aujourd'hui, il n'y en a pas en fait. Donc, que l'enfant commence à différencier ces 2 éléments-là, besoin et envie. Parce que c'est ce qui aussi nous guide quand on grandit. On devient des personnes adultes qui ne sachons pas faire la différence entre nos besoins et nos envies. Et systématiquement, on se retrouve à tout acheter, à faire des achats impulsifs. Parce qu'on ne cogite pas sur la nécessité d'avoir cet objet-là dans l'immédiat. C'est très important en fait. Donc, en plus de cela, on peut les inviter aussi à comparer les prix et à se poser les bonnes questions avant un achat. Ce réflexe de s'informer avant d'acheter, de comparer les prix, leur permettra de toujours avoir le recul là au moment de l'achat. Je me dis, ça permet d'éviter en fait les achats impulsifs. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, dans mes accompagnements et autres, je rencontre des personnes qui ne peuvent pas faire la différence entre
besoin et envie ne peuvent pas comparer les offres parce que dès la première offre qu'on reçoit, on saute sur l'occasion, on se dit on achète. Et par la suite, finalement, on se retrouve avec un sac, une chaussure dont on n'a pas réellement besoin dans l'immédiat en fait. Et surtout, leur parler en toute honnêteté de notre situation financière en la mettant en perspective. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes un parent, vous êtes un peu limité. N'hésitez pas à dire à l'enfant, OK, en ce moment, c'est compliqué sur papa, voici les réalités qu'on a, on va faire avec ce qu'on a, et surtout, apprendre à l'enfant à ne pas se comparer aux autres enfants. Vous pouvez même mettre dans ce schéma-là, leur faire comprendre en fait que, par exemple, l'électricité qu'ils gaspillent à la maison peut empêcher le fait qu'eux, ils aient leur argent pour partir à l'école, pour avoir, par exemple, leur goûter. On passe souvent, je vois certains parents crier sur les enfants, mais vous là, vous éteignez pas les enfants, la lumière. C'est surtout les papas là. Bon, je pense que les deux sexes le font. Vous n'éteignez pas la lumière, vous faites pas ci, mais on n'explique pas aux enfants pourquoi le fait de ne pas éteindre la lumière impacte les finances du couple, les finances du foyer. On ne fait que crier, on ne communique pas. Et là, c'est un volet écologique, mais ce volet écologique là est très important. Il faut simplement expliquer à l'enfant que, bon, vous vous rendez pas compte, aujourd'hui, voici la facture, vous pouvez montrer, je pense que les factures d'électricité n'ont rien de tabou, ou la facture d'eau n'a rien de tabou. Vous pouvez simplement commencer à montrer à un moment aux enfants, bon, ok, ce mois-ci, la facture d'eau est venue, ça fait 25 000. Donc, l'objectif, le mois prochain, c'est qu'on essaie, par exemple, de baisser un peu. Donc, vous éteignez la télévision quand vous sortez d'une pièce, vous éteignez les lumières et tout. Le mois suivant, en fonction de l'évolution de la facture, vous pouvez toujours leur dire, ah, ce mois-ci, vous avez bien fait, voilà, voilà, voilà. Ou si vous voyez qu'un mois, la facture monte, vous pouvez les sanctionner en leur disant, bon, ok, ce mois-ci, vu que vous n'avez pas écouté les consignes, donc dans ce cas-là, pour aller à l'école, par exemple, pour votre goûter aussi avant, vous faisiez des sorties dans les supermarchés ou juste des sorties de distraction et tout, vous pouvez leur dire, ok, ce mois-ci, vu qu'on a trop, le montant des factures est très élevé, tout simplement, ça va impacter vos sorties. Donc, on ne pourra pas sortir ou au lieu de faire 3 sorties, on va faire une sortie. Automatiquement, ils vont comprendre en fait que l'argent n'est pas illimité. L'argent n'est pas limité et donc le seul fait d'avoir des dépenses trop élevées sur un poste peut empêcher la satisfaction, nous empêcher en fait de réaliser d'autres dépenses. Donc, très important de parler des factures, du quotidien, du ménage, expliquer pourquoi on paye telle facture, expliquer en fait que l'argent en fait, que papa gagne, déjà, il le gagne en partant travailler. C'est parce qu'il travaille qu'il touche un salaire et ce salaire-là n'est pas indéfini. Donc, il doit commencer lui aussi à faire attention à tout ce qu'il dépense. Et si clairement vous savez que vous êtes très limité, n'hésitez pas à dire aux enfants, oui, j'ai pas suffisamment d'argent en ce moment, donc faisons avec les moyens du bord. Donc, à partir du moment où l'enfant atteint par exemple l'âge de 12-18 ans, je me dis qu'à ce moment-là, si le nécessaire a été fait avant, c'est un peu plus facile à ce moment-là de pouvoir accompagner l'enfant encore dans ses projets d'investissement. Quand je parle de projet d'investissement, les enfants, s'ils investissent d'une certaine manière, en achetant les choses dont ils ont besoin. Surtout qu'à partir de, je suppose qu'à partir de entre 12 et 18 ans, ils commencent à être au lycée. Donc, ils sont au lycée, ils ont un peu plus de liquidité sur eux. Donc, ils peuvent eux-mêmes commencer à se dire, même si on leur donne par exemple 200, 300 pour partir à l'école, je sais qu'il y a certains enfants qui arrivent quand même à mettre 25 francs de côté, 50 francs de côté pour pouvoir s'acheter eux-mêmes leur petit livre ou autre. Et à ce moment-là, l'argent peut devenir incontournable. Donc, prenez le temps de définir avec les enfants qui ont cet âge-là les dépenses qu'ils vont devoir faire avec l'argent qu'ils reçoivent. Ah, par exemple, pour aller à l'école, je vais te donner 1000 francs. Les 1000 francs, fais très attention. Tu dois prendre 250 francs pour ton transport. Je prends un exemple pour des parents qui vivent, je suppose que les enfants généralement sont dans la même commune. Tu dois, par exemple, prendre 250 francs, 300 francs pour aller à l'école. Les 400 francs restants, c'est pour manger. Si l'enfant touche 1500, vous faites le détail en fait avec l'enfant. Quand l'enfant comprend automatiquement à ce moment-là qu'il a l'argent, il doit faire la liste de ses dépenses. Et là, sans s'en rendre compte, il est en train de faire un budget. C'est un exercice qui est très facile. Si l'enfant comprend qu'à ce moment-là, avec 1500, il fait le budget et tout, automatiquement, il prend de bonnes habitudes.
il prend de très, très, très bonnes habitudes. Donc, vu que le temps est très limité, je vais m'arrêter à ça. Et puis, j'espère qu'après, dans les différents échanges, j'aurai l'opportunité de rajouter d'autres choses. D'accord, merci beaucoup. On se parlait avec mon assistante même sur le point là. On voulait te donner jusqu'à 18h35, donc encore 4 minutes. Donc, si tu avais des points que tu avais identifiés, que tu n'as pas développés, est-ce que ça tient en 4 minutes? Je risque de déborder, mais on peut continuer et puis après, en fonction des interventions des uns et Voilà, des autres, donc je pourrais tu peux réagir. compléter, voilà, puisque comme tu as vu, on a récupéré du temps avec les interventions des participants là, puisqu'on n'a eu qu'une seule intervention. Donc, vas-y jusqu'à 18h35. Ok, d'accord. Dès que les enfants, parce que tout à l'heure, je parlais de 12 à 18 ans. Donc, ce qui veut dire que dans cette phase-là, l'enfant est quand même en phase de l'adolescence. Donc, pour moi, dès que les enfants arrivent à l'âge de l'adolescence, il faut les encourager aussi à se faire un peu d'argent en faisant des travaux, par exemple, à peut-être vendre de petites choses. Là, ils apprennent en fait déjà un peu à devenir, à être entrepreneur. Donc, ils peuvent faire des travaux chez les voisins ou vous-même à la maison, vous pouvez les aider à faire de petites activités où ils pourront vendre de petites choses. Des choses pas très compliquées. Ça peut être juste des activités de vacances ou peut-être même pendant l'année scolaire, on va dire que ça va peut-être les empêcher de pouvoir étudier correctement. Mais ou ils peuvent venir travailler même avec les parents pour pouvoir comprendre en fait l'utilité. J'essaie toujours de relier le travail à l'argent. Parce qu'on devient des personnes, des adultes qui ne sachons pas chercher de l'argent, on ne sait pas gérer aussi. Donc, à chaque fois, à chaque étape, je me dis toujours, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un adulte responsable financièrement, pour devenir un adulte qui sait se prendre en main directement, pour devenir un adulte qui fait attention à l'argent. Parce qu'on se dit, oh, OK, moi j'ai la même percée, je ne sais pas garder de l'argent, j'ai mes poches percées. On a énormément de, de phrases qui sortent ici qui finalement n'ont aucun sens en fait. On voit des adultes dire aujourd'hui, non, mais si ton argent n'arrive pas, il faut le dépenser. Les gens le disent en rigolant. Mais c'est la réalité, c'est leur manière de fonctionner. Parce qu'ils ne sont pas patients. Ils n'ont pas appris la patience durant leur enfance. Donc, à la valeur de l'argent, non, au travail, bon. Mais, attendez, au travail, je souhaiterais rajouter le fait qu'il faut être très patient. Parce que développer un patrimoine, ça se fait dans le temps. Et développer un patrimoine, ça commence par l'épargne et l'investissement. Donc, c'est un enfant qui arrive à se dire, OK, je vais tout doucement, je cherche différentes activités qui me permettront d'avoir déjà de l'argent à la maison. Je mets de l'argent de côté de ma tirelire. Ça me permettra plus tard, quand tirelire et caisse, ça me permettra plus tard de pouvoir acheter tout ce dont j'ai besoin. Et si aujourd'hui j'ai réussi, par exemple, à avoir mes 600 francs pour aller acheter, par exemple, mes biscuits à la boutique, je vais recommencer l'exercice pour aussi acheter, par exemple, mon t-shirt. Donc, à chaque objectif, dès le bas âge, il faut rajouter la patience et le temps. Par exemple, dire à l'enfant, OK, tu as 3 mois pour pouvoir acheter ton vélo, par exemple. Donc, tout l'argent que tu te feras en faisant des travaux domestiques, ça te permettra de pouvoir acheter ce que tu veux. Et surtout, n'oubliez pas le côté écologique, le côté où on fait attention aux instruments de la maison, à l'électricité, à tout ce qui est dans notre environnement familial, en fait. Parce qu'un enfant qui n'est pas capable de prendre soin de ce qu'il a, donc ça pousse automatiquement les parents à constamment dépenser pour renouveler l'équipement à la maison. Il faut qu'ils comprennent à ce niveau-là que ça impacte les finances. Un enfant aussi, on peut aussi les apprendre aussi à ce niveau à savoir réutiliser les instruments qu'ils ont. Par exemple, aujourd'hui, on voit par exemple certains moments, quand elles finissent d'acheter par exemple la boîte de Nesquik, elles vont utiliser la boîte de Nesquik pour l'utiliser à d'autres fins. On le reconditionne pour mettre par exemple des cubes magiques dedans ou pour pouvoir faire d'autres choses par la suite. Donc là, on est sur le volet écologique. Ça nous permet de moins dépenser, de faire des économies par la même occasion. Donc voilà, je vous laisse la parole.
D'accord. Merci beaucoup, Colombe, pour ta contribution. Je pense que tout à l'heure, quand on va prendre les différents retours des participants, on pourra avoir leurs impressions, mais moi, j'ai beaucoup apprécié. Moi, ma contribution se fera aussi sous forme de partage d'une histoire à partir de laquelle je vais vous présenter ma conception du sujet. Donc, tout à l'heure, on a parlé des trois fondateurs, entre guillemets, du Coca-Cola. Et on s'est appesanti sur le cas de Arthur Candler. Là, je vais vous lire l'extrait des mémoires d'un entrepreneur africain, mais d'un entrepreneur d'un certain niveau. Après, je vous dirai son nom, bien sûr, et le nom de l'ouvrage pour ceux qui veulent creuser la question. Et cet extrait-là a pour but de nous montrer aussi un cas d'éducation financière, mais cette fois-ci dans le bon sens. Parce qu'avec les Candler, on a vu le mauvais sens, laisser à des enfants des actifs financiers sans l'éducation financière correspondante. Donc là, on va voir un cas dans le bon sens. Mon père était un homme dur, vraiment dur, du moins dans ses relations avec moi. Après la séparation de mes parents, je suis donc resté avec mon père et demeuré son fils unique. Il avait un frère et tous les deux possédaient des biens au Dahomey, sur le bord du lac Ouédoumé, à une distance faible au nord-ouest de Ouida. Mon père avait des biens sur la rive sud du lac et son frère sur la rive nord, où il traitait principalement du maïs. Il disposait de moulins à maïs qui rendaient beaucoup de services aux populations voisines. Ce oncle n'ayant pas d'enfants, pendant les vacances scolaires, mon père m'envoyait chez lui, où je restais jusqu'à la reprise des cours. Et j'ai donc beaucoup appris auprès de lui. Bon, je vous épargne certaines parties. Mon père me tenait sur de bons rails. Puis il est mort en 1957 pendant que j'effectuais mes études en France. Qu'ai-je hérité de lui, de sa personnalité? J'aurais vraiment beaucoup de mal à le dire, mais de toute évidence, j'ai beaucoup reçu. Nul n'aurait pu en effet rester vivre aussi longtemps auprès d'une personnalité aussi importante, aussi forte et aussi singulière que mon père, sans en recevoir, bon gré, mal gré, consciemment ou non, un héritage solide. Il existe cependant un lien le plus fort sans doute entre nous deux, qui me semble à tout point de vue indiscutable. C'est certainement de mon père que je tiens mon goût pour les affaires. En effet, quel commerçant cet homme! Que dis-je? Quel grand commerçant! Oui, c'était un grand commerçant, et je dois dire un vrai commerçant. Pas seulement pour le volume de ses affaires, mais aussi et surtout pour sa manière de les gérer et le talent qu'il y mettait. Il gérait personnellement, directement, toutes ses affaires et s'était positionné de manière à être totalement indépendant des grandes maisons de commerce européennes, principalement françaises et britanniques. Cette indépendance voulue et assumée était un motif de fierté pour moi. Son établissement regorgeait de toutes sortes de marchandises. Il les commandait lui-même directement d'Allemagne et de France, des articles de ménage, des biens de construction, des bicyclettes, des pipes, des allumettes et du tabac, bien sûr. Et rien ou presque n'y manquait. Il travaillait également beaucoup avec des pirogues qui lui apportaient toutes sortes de productions locales, en particulier des denrées alimentaires comme le gari. On trouvait tout presque chez lui. Ses clients venaient de partout. Beaucoup de gens du Dahomey s'approvisionnaient chez lui. Il faisait des affaires assez prospères. La partie familiale de mon éducation s'est faite pour l'essentiel dans le magasin de mon père. C'est là que j'ai été élevé. Je vivais avec lui et je l'aidais aussi dans ses activités, en particulier le jeudi, qui était à l'époque un jour de congé scolaire. Je restais dans le magasin à travailler avec lui. Voilà d'où me sont venus la pratique, la connaissance et le goût de la comptabilité. De cette époque, ma conviction était faite. Le moment venu, je m'engagerai à mon tour dans les affaires. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais jusqu'à ce jour. C'est pour ainsi dire ancré dans ma nature. En regardant derrière moi, je me dis que si c'était à recommencer, je ferais tout ce chemin exactement de la même façon. Il ne saurait en être autrement. Ce passage est extrait du livre L'Afrique d'abord, qui constitue les mémoires de M. Gervin Kofi Djondo. Qui connaît M. Gervin Kofi Djondo, s'il vous plaît? Si vous connaissez, vous ouvrez le micro pour dire qui c'est. Bonjour, bonsoir. Je pense que c'est l'un des DG de EcoBank. Si je me trompe. C'est quoi?
C'est qui? EcoBank. Franck Asta. Le fondateur voilà, Sky. Voilà, mais c'est pas le DG, parce que j'ai cru entendre DG quelque part dans ton... Non, fondateur de Sky. Fondateur. Voilà, fondateur de EcoBank et de Asky, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, heureusement d'ailleurs, parce que je sais qu'on en a déjà parlé à l'EDB, j'aurais été très chagriné que vous ayez déjà oublié, bien que je sais que ça fait quelques années qu'on en a parlé. Donc, beaucoup de gens, si tu te demandes Gervais Kofi Djondou dans la rue, on ne le connaît pas, en fait. On connaît EcoBank, mais on ne connaît pas son fondateur. Et son fondateur a écrit un livre qu'on ne connaît pas non plus, qui s'appelle L'Afrique d'abord. Donc, on a étudié un peu cette séquence-là. L'éducation financière des enfants, c'est la deuxième fois qu'on en parle à l'EDB. On en a parlé déjà il y a quelques années. Mais à l'époque, on utilisait WhatsApp. Donc, c'était plutôt je parle, et tu parles, tu écris, j'écris. Ça faisait comme un gros des autres. Aujourd'hui, avec Telegram, on va pouvoir avoir une session plus structurée et surtout enregistrée. Donc, ce ne sera pas une conversation qui va se perdre dans le fil de WhatsApp. Donc, ce cas-là nous montre un deuxième exemple d'éducation financière, cette fois-ci positive. Je n'ai même pas à conclure. La conclusion, il a lui-même donné. Le goût des affaires, le goût de la comptabilité, le goût de la gestion et la pratique aussi lui sont venus avec son père. Ce qu'il faut savoir avec l'éducation des enfants, ça c'est un principe en psychologie que j'aimerais vous partager. Les enfants nous écoutent peu. Ils nous écoutent bien sûr au début, mais plus ils grandissent dans la formation de leur représentation du monde, de leur caractère, ils nous écoutent peu, mais ils nous imitent beaucoup. Donc, vous pouvez retrouver ça, comme il dit dans les ouvrages de psychologie. Les enfants écoutent peu, mais imitent beaucoup. Donc, ici, comme vous le voyez, son père ne l'a pas fait asseoir pour lui expliquer les vertus de la comptabilité, pour lui expliquer le sens des choses. Il a fait avec lui et il a fait devant lui. Et c'est sur ce point-là que je vais axer mon argumentation. Il a fait avec lui et il a fait devant lui. Donc, une façon pour nous d'éduquer nos enfants serait de faire avec nos enfants et de faire devant nos enfants les actes qui expriment justement une bonne compétence financière. Si on est seulement sur le propos, sur le sermon, sur la réprimande, ça ne va pas passer. Parce que plus l'enfant avance et plus il est réfractaire à ce genre de choses-là. Surtout s'il ne comprend pas vraiment pourquoi tu lui dis tout ça. Donc, on pourrait commencer à faire avec nos enfants ce que nous sommes censés faire en finances personnelles pour construire déjà en eux le pourquoi et le comment et que ça soit construit inconsciemment. Puisqu'il va développer l'habilité en le faisant, il saura le faire tout simplement. Maintenant, ça renvoie à quelles sont les compétences qu'on doit partager avec nos enfants. Pour rappel, pour les membres de l'école de la bourse 2021-2022, ils le savent. Pour les plus anciens, non, puisque je n'enseignais pas ça à l'époque. Être compétent financièrement peut se comprendre sous plusieurs axes, sous 3 axes notamment, si je parle en termes de capacité. Premièrement, la capacité à créer de la richesse. Deuxièmement, la capacité à gérer la richesse. Troisièmement, la capacité à faire fructifier la richesse. Vous pouvez enlever le mot richesse et puis mettre l'argent. C'est la même chose. Donc, quand on dit je suis compétent financièrement, c'est que je suis compétent pour créer de l'argent, pour gérer l'argent et pour le faire fructifier. Et ces 3 compétences différentes. Ces 3 compétences qui sont complètement différentes. Donc, dans la ville, vous pouvez trouver des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne savent pas où ça va. Donc, eux, ils sont compétents pour créer la richesse, mais à l'étape gérer, ça ne va pas en fait. Vous pouvez trouver aussi certains qui ne gagnent pas assez, mais qui sont de très bons gérants, mais qui à l'étape de l'investissement échouent. Donc, il rentre dans des choses, ça ne marche pas, il met son argent ici, ça ne marche pas, il est frustré, il est en colère, il sait que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, il faut se serrer la ceinture, il faut investir. Mais à l'étape de l'investissement, il échoue. Parce que justement, cette compétence-là, elle est différente. La capacité à faire fructifier l'argent, c'est une compétence qui a ses règles, qui n'a rien à voir avec la gestion, qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Donc, quelqu'un qui est compétent financièrement, c'est quelqu'un qui a su développer des habiletés sur ces 3 questions-là. Et vu qu'on veut éduquer nos enfants, donc c'est dans ce sens-là qu'on pourrait les éduquer.
Quand j'ai réfléchi au sujet, moi en tout cas, j'aimerais, moi j'ai des enfants à bas âge pour le moment, 3 ans, 5 ans. Donc pour le moment, on ne parle pas d'argent. Ils me voient faire les comptes, mais ils me voient faire les comptes justement. C'est important qu'ils voient, mais on ne fait pas les comptes ensemble. Donc ce que moi j'aimerais faire, et c'est ce que moi je vous propose, c'est de les initier déjà à la gestion en s'appuyant sur la gestion budgétaire familiale. Donc, moi, je suis partisan de la transparence. Colombe le disait, quand elle est sur le terrain, c'est pas très évident. Déjà, les couples ne sont pas transparents financièrement entre eux, à plus forte raison que les enfants. Donc, finalement, tout le monde vit dans un monde d'illusion en pensant qu'il y a peut-être plus d'argent à utiliser que ce qui existe réellement. Moi, je suis partisan de la transparence. Donc, ce que je gagne avec mon salaire, l'UDP, tout ce que vous imaginez là, ma femme sait vraiment à la journée près, quoi. Et réciproquement. Donc, c'est cette même transparence-là que je voudrais avoir avec mes enfants. Ah bah, après, on va parler des limites de la stratégie. Et je vous vois venir. L'enfant pourrait avoir la grosse tête, machin. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il faut que l'enfant grandisse avec ce qui se passe réellement pour comprendre et pour développer les habilités. Donc, déjà, gérer le budget familial ensemble, c'est de dire, on peut même modifier un peu les montants si vous êtes craintif. Voilà ce que je gagne, voilà ce que maman gagne. Venez, on va faire le budget familial. Donc, ça, ce sera le premier cours de la technique, la fameuse technique des enveloppes familiales. Donc, on met le loyer ici, on met le carburant là, on met tout ce qu'il y a à faire. Et l'enfant a son argent aussi dedans. Donc, ça sera pour lui un peu comme un jour de paye, le fameux argent de poche. Donc, l'enfant reçoit son argent et on commence à exécuter le budget. Donc, dans l'exécution du budget, ce qui va se passer, comme dans tous les budgets, c'est qu'il y aura des déphasages. Donc, il y aura des budgets qui vont finir avant thème, des budgets qui vont dépasser. Donc, je prends le cas du courant. Supposons que au 25 du mois, moi, je suis en mode prépayé de la CIU. J'ai choisi ça parce que ça m'a beaucoup aidé pour gérer ma consommation. Donc, supposons qu'avant terme, les recharges du CIU finissent. CIU, pour ceux qui nous suivent, qu'il faut qu'on nous suive sur YouTube, c'est la compagnie ivoirienne d'électricité. Donc, c'est le service de l'électricité. Le 25 du mois, notamment, les recharges finissent. Donc, quand les recharges finissent, vous appelez l'enfant, vous lui dites, les recharges de CIU sont finis, on fait quoi? Et l'idée, c'est d'aiguiser l'esprit de l'enfant. On a fait un budget, on a décidé d'acheter 20 000 francs de recharge comme tous les mois, c'est fini avant terme. Qu'est-ce que tu en dis? Et l'enfant dit, ah, mais on a gaspillé, machin, tout. Qu'ils prennent conscience que si quelque chose comme 20 000 francs de recharge suffisait pour le mois et que ça n'a pas suffi, première chose, donc, si la CIE n'a pas changé de prix, en général, c'est le cas, c'est qu'on a gaspillé. Donc, en général, ils vont se chamailler, qui a fait, mais comprendre le message que comme on a gaspillé, c'est fini. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait puisque toi et moi, on fait qu'on a pris tout l'argent qui était dans l'enveloppe CIE pour payer la recharge. Et vous faites ça avec l'enfant. Si l'enfant a de la jugeote, il va se rappeler, mais je ne compte pas trop là-dessus. Donc, vous allez lui enseigner. On va prendre donc dans l'enveloppe imprévu famille. Tu te rappelles de cette enveloppe-là? Ah, d'accord, ok. Donc, c'est pour ça qu'on a l'enveloppe imprévu famille. Parce que des fois, certains budgets finissent avant thème et il faut bien qu'on puisse manger, boire ou faire ce qu'on a à faire. Donc, cette simple situation-là va lui permettre de prendre conscience qu'il faut toujours avoir dans une gestion budgétaire une ligne imprévue. Imprévu famille ou imprévu, je ne sais pas quoi. Mais il faut toujours avoir parce que les budgets ne s'exécutent pas de façon à 100% clean tous les mois. Non, non, non. Il y a toujours des choses qui finissent avant, d'autres qui finissent après. Donc, il faut faire des ajustements. Donc, voici par exemple un cas où l'enfant prend conscience qu'il est un agent économique dans un ensemble. Donc, le comportement qu'il a, par exemple, avec le courant ou avec l'eau, avec je ne sais pas quoi, peut entraîner la disparition de la ressource et s'interroger, mais comment on va faire pour remplacer? Sachant qu'au départ, on a tout ventilé. Et il faut vraiment lui montrer. Il y avait une quantité d'argent, et puis on met tout ça dans des enveloppes, et puis après, il n'y en a plus. Donc, quand quelque chose finit avant la date, puisque son enveloppe a été utilisée, on fait comment? Pour qu'il prenne conscience de ça. Deuxième élément qu'on peut en apprendre pour l'enfant, c'est la conscience aussi de lui-même son budget. Donc, l'enfant a un argent de poche de peut-être 30 000, 40 000, je ne sais pas.
Et il exécute aussi son argent de poche. Et ce qu'on constate, ça finit avant terme. Ça finit avant terme, donc il revient. Ah, papa, mon argent est fini. OK, ton argent est fini, mais excuse-moi, qu'est-ce que j'ai à en foutre? Tu as fait le budget, moi. Chacun a son enveloppe. Comment tu t'es arrangé pour ça? Ah, mais mon ami, il faut te calmer. Je t'ai posé une simple question. Qu'est-ce que tu as fait? Et puis c'est fini. Pour amener l'enfant à utiliser un principe de gestion qui est la loi de la mesure. Commencer à noter ce qu'il fait de l'argent, commencer à mesurer son comportement de consommation et se rendre compte des débordements sur certaines choses. Donc, il a dû se faire des grandes lignes dans sa tête là et puis commencer à exécuter. Mais après, ça n'a pas atteint la fin du mois. Donc, se rendre compte que non, on ne fait pas de grandes lignes dans la tête, on s'assoit comme papa l'a fait avec les 30 000, les 40 000 et on fait un budget. Et quand on fait un budget, généralement, l'argent suffit. Donc, expliquer à l'enfant et lui venir en aide une ou deux fois, mais pas continuellement. Parce que sinon, ça ne va pas rentrer. Tu as reçu 30 000, tu as reçu 40 000. Tu dois budgétiser ça aussi, comme moi je l'ai fait la famille, et liquider ça dans la période considérée. Sinon, tu te débrouilles dans l'intervalle. Parce que imprévu famille, ce n'est pas là pour ça. C'est là pour la famille. Ce n'est pas là pour rattraper ton manque de confiance. Donc ça, c'est sur le comportement, sur la compétence, gérer son argent. Quand j'y pense, à quel moment on peut le faire, je ne mettrai pas ça tout au primaire là. Parce que je n'ai pas l'impression qu'ils vont comprendre comment je veux qu'ils comprennent. Donc peut-être CM1, CM2, 6e, 5e maximum, on peut faire ce travail-là. Là, c'est la compétence gestion. Deuxième compétence, faire fructifier l'argent, donc investir. Donc, après avoir fait le cadre budgétaire de la famille, il y a la partie consommation que vous connaissez, donc le C, R, revenu égal à C, plus E, épargne. Donc, le E, épargne, on va faire avec l'enfant les actes d'investissement qui vont lui apprendre l'investissement. Lui dit, l'argent qu'on épargne, on peut le mettre sur différents supports. Et chaque support a une rentabilité. Il lui a expliqué un peu l'idée de rentabilité. Donc, nous, on va mettre ça sur, par exemple, en bourse, dans le cas de l'école de la bourse. Donc, vous ouvrez la plateforme de trading, s'il vous plaît, ça ne doit pas être imaginaire pour l'enfant. Vous ouvrez la plateforme de trading et vous lui montrez. Voilà, on a viré l'argent et on va acheter les actions ensemble. Vous achetez les actions avec lui. Donc, l'enfant va, ses yeux vont briller, et puis on commence à acheter les actions. On fait ça chaque mois. Et à la fin de l'année, on explique à l'enfant, l'entreprise dans laquelle on a investi, elle a gagné de l'argent, elle va vous virer notre partie. Donc, le virement des dividendes. Et à ce stade-là, on reprend encore le cours sur la rentabilité, de dire, on a mis telle somme, ça a rapporté telle somme. Quelle est la rentabilité? L'enfant calcule et il voit. Par exemple, 10%, 12%, 15%, 20% en fonction de l'opération qu'on a placée et qu'on a réalisée. Et vous lui expliquez, tu vois, on a eu les 20%, mais si on avait mis ça ici, on aurait eu 3%, ça là, on aurait eu 5%. Ah, d'accord. Et commence à comprendre les différents supports d'investissement et la rentabilité rattachée à chaque support. Aller avec l'enfant aux assemblées générales. On a un tonton à l'EDB qui lui fait beaucoup, le doyen Liasso, s'il est connecté, je le salue au passage, il vient avec ses enfants aux assemblées générales. Donc, pour que l'enfant prenne conscience que l'entreprise, ce n'est pas une ligne dans une plateforme de trading, c'est une entité réelle qui travaille, qui gagne de l'argent et tout ça, et qui fasse le lien entre tout ça et ce qu'il reçoit. Donc, la capacité à faire fructifier l'argent, c'est de poser les actes d'investissement avec l'enfant et de lui expliquer les supports, les rentabilités, mais pas dans la théorie, quoi. On a mis 10 francs, ça rapportait 5 francs, calcule la rentabilité. On a mis tant. Et il va apprendre cette rentabilité-là que beaucoup d'adultes ne connaissent pas. Troisième axe de compétence, sur ce point-là, d'ailleurs, sur le point 2, ce que je voulais dire aussi, c'est concernant Warren Buffett. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Warren Buffett est enfant de courtier. Et à l'âge de 11 ans, il allait déjà à la salle des marchés avec son père pour écrire avec la craie là, sur les tableaux de cotation. C'est à 11 ans qu'il a commencé à acheter ses premières actions. Donc, il faut comprendre bien ce mécanisme-là. L'enfant apprend par imitation. Donc, si vous faites quelque chose devant l'enfant, si vous le faites avec l'enfant, vous êtes à peu près sûr qu'il va assimiler la compétence. Maintenant, après, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, là, c'est une décision d'adulte. Mais il saura comment on fait.
Donc, Buffett aussi, c'est un autre cas, comme Gervais Kofi Diondo, qui très tôt a été initié à la bourse par son père, même si on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de Graham, mais ce n'est pas Graham qui a appris la bourse à Buffett. Il a appris la value investing. Sinon, Buffett achetait déjà des actions à 11 ans, 12 ans, 13 ans. Dernier point, c'est la capacité à créer de la richesse. C'est sur ce point-là que ma réflexion est un peu mitigée. L'enfant est censé aller à l'école et moi, j'y tiens à l'école. On a déjà fait un parlons d'argent là-dessus. L'école et la réussite financière. Je me dis, si on enseigne trop tôt la création de richesse à l'enfant, est-ce que ça ne va pas le dévier de ses études? Et nous tous, on a été à l'école, on sait, nos amis qui faisaient les gombos, les ken là, l'effet que ça a eu dans leurs études. À un moment, l'enfant qui gagne de l'argent, il ne sait plus trop pourquoi il doit étudier. Parce que les études, ce n'est pas très concret. Et pendant longtemps, d'ailleurs, ce n'est pas concret. Donc, je me dis, cette partie-là, on peut la reléguer à un autre stade, par exemple, après la classe de troisième. Donc, dans les sujets d'apprentissage, comme je l'ai dit tantôt, la gestion et l'investissement au début et la création après. Donc, dans le cas de la création, c'est de montrer à l'enfant les composants de la diversification de revenus. Donc, je gagne de l'argent en travaillant, mais je peux gagner de l'argent en entreprenant. Donc, venir avec l'enfant, faire les processus qui impliquent cette création de richesse-là. Dans mon cas, par exemple, l'école de la bourse. Donc, venir aux formations, voir les formations se faire, expliquer les produits de coaching, les produits d'assistance, tous les produits en fait de l'école. Et l'enfant grandit en voyant un peu ce mécanisme-là de l'intérieur. Et après, lui dit, je suis salarié. Juste pour te rappeler ça. Et donc, tu comprends que tu dois pouvoir, bien qu'ayant un emploi, avoir une activité parallèle, parce que deux est toujours plus sûr qu'une seule chose. Regarde, tu as deux bras. Quand un bras n'est pas bien, l'autre bras te sert. Tu as deux pieds, etc., etc. Donc, l'enfant grandit avec un père qui a des revenus diversifiés par nature. Maintenant, imaginez l'effet que ça a sur l'enfant. Tu as grandi avec un père, moi j'ai pratiquement 4 sources de revenus, qui avait plusieurs sources de revenus. À toi, ton étape là, tu vas être très mal à l'aise d'en avoir une ou deux. Parce que c'est comme si tu as raté. Et je finis donc avec ce double exemple-là. Ça m'envoie avec Mohamed Djoueli, le milliardaire tanzanien, là, ou bien Donald Trump. Ces deux gars-là ont grandi avec des pères millionnaires en dollars. Mohamed Djoueli, son père, il a laissé une entreprise qui faisait 25 millions de dollars. Donald Trump, je n'ai pas le chiffre, mais c'était aussi 1 million de dollars. Mais ça, c'était l'échelle du genre, voilà ce que papa m'a laissé. Mais nécessairement parce que c'est l'échelle du type 0, ils étaient amenés à faire plus. Donc, Mohamed Djoueli a fini milliardaire en dollars, comme vous le savez, le plus jeune milliardaire africain. Et Donald Trump aussi a fini milliardaire en dollars. Parce que leurs parents les ont élevés avec une échelle en millions de dollars. Donc, eux, le minimum pour eux, c'est le million de dollars. Mais sinon, si c'est ça, c'est qu'ils n'ont rien foutu, en fait. Donc, l'enfant grandit avec l'idée que papa a plusieurs sources de revenus. Moi, je dois en avoir autant, voire plus. Et ça devient pour lui naturel, après un certain moment, de développer ces éléments-là. Donc, toujours le même principe, faire avec l'enfant, faire devant l'enfant les activités créatrices de revenus. Donc, dans mon cas, j'ai une école, d'autres ont des salons de coiffure, d'autres ont des trucs. Partir avec l'enfant, expliquer le mécanisme de l'activité à l'enfant et expliquer que j'ai cette activité en plus d'avoir un emploi. Pour que l'enfant comprenne 2, 3, 4 sources de revenus et qu'il intègre ça comme étant normal, en fait. Parce que pour aujourd'hui, pour beaucoup de gens, ce n'est pas normal, les salariés entrepreneurs. C'est une blague, en fait. Souvent, on les lit et on en rit. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est de l'ordre aussi de ce qu'on leur a inculqué. Donc, pour nos enfants, pour ne pas que dans quelques années aussi, eux aussi se disent pourquoi ils doivent diversifier mes revenus, montrons-leur ce que nous faisons pour qu'ils sachent que c'est normal d'avoir des revenus variés. J'ai fini. Quelque chose dit que j'ai largement dépassé mon temps. Donc, je rappelle, pour ne pas laisser de blanc dans l'enregistrement, nous sommes à la 3e édition du meeting Parlons d'argent et le thème, c'est l'éducation financière des enfants. Donc, en première partie, on a eu la double intervention de Mme Colombe Djirebo de l'entreprise jecompare.ci et moi-même, Brice Kouao de l'entreprise L'école de la bourse. Donc, nous sommes maintenant à la phase des questions des participants. Je voudrais demander la parole, s'il vous plaît. Allez-y. Bonsoir, coach Brice. Bonsoir à Madame Djirebo. Je voudrais
vraiment vous dire merci pour la qualité de vos interventions. Quand le sujet a été évoqué par Coach Brice, j'avais bien voulu intervenir en début de séance comme il avait demandé, mais malheureusement, mon programme ne m'a pas permis de préparer une intervention bien structurée. Mon nom, c'est Ouï Célestin. Je suis membre de EDB 2021. Alors, le sujet est tellement important, parce qu'aujourd'hui, si nous survivons financièrement, nous essayons de survivre financièrement, c'est parce que nos parents, par le passé, n'ont pas eu cette chance-là de nous initier aux questions financières. Et si nous, aujourd'hui, nous avons la chance d'être allés à l'école, il est bon que ce genre de débat, ce genre de questions, nous puissions en prendre conscience et que nous puissions effectivement initier nos enfants à la chose. Ce que je voudrais dire, c'est que de mon côté, ce que je fais d'abord, c'est d'intéresser mes enfants à la chose de l'éducation financière. Je mets à leur disposition des livres que moi-même j'ai lus. Je leur partage ces livres-là et quand ils finissent de lire, on discute ensemble du contenu. Par exemple, Père riche, Père pauvre, et ensuite l'homme le plus riche de Babylone. Ça, c'est ce que je fais avec eux. Quand je vais aussi, par exemple, faire un versement à la banque, par exemple, la dernière fois que je suis allé à la banque pour déposer de l'argent pour mes investissements en bourse, je suis allé avec ma fille et je lui ai expliqué en quoi cet investissement-là est important et à quoi ça va servir, histoire de lui faire comprendre la chose, de l'initier à la chose. Donc, voici un peu ce que je fais. Et en troisième position, ce que je voulais relever, c'est que j'ai acheté un jeu de Monopoly pour mes enfants depuis bientôt 2 ans, 3 ans. Ils l'utilisent pour déjà s'initier à la chose financière. Et j'ai été surpris un jour que ma fille de 6 ans me définisse ce que c'est qu'une hypothèque. Déjà, j'ai dit, waouh, ça veut dire que ça a commencé à faire effet. Voici un peu ce que je voulais dire. Vous dites sincèrement merci. J'ai pris note de tout ce que Mme Djurebo a donné comme contenu. J'ai également pris note de tout ce que le coach Brice a donné pour dire que c'est des sujets très, très importants et je voudrais encore vous remercier. Merci beaucoup. Merci Monsieur beaucoup, Oyi, pour votre monsieur. contribution. Je Il sais y a que une vous êtes... question dans le groupe. Je pense qu'elle a adressé aux deux coachs. C'est une question de monsieur Gomé. C'est écrit, coach, comment emmener d'abord sa conjointe à adhérer à la vision de l'éducation financière des enfants? D'accord, ok. C'est un sujet qui est encore plus délicat que le sujet qu'on aborde aujourd'hui, parce que les enfants, à la limite, comme je dis, c'est des influences automatiques. C'est-à-dire, l'enfant de 0 à 7 ans, il n'est pas en train de choisir entre ce que tu lui dis et ce que tu fais, il assimile tout. Il considère que c'est comme ça que tout se passe. C'est après qu'il commence à faire un arbitrage. Et encore, même pendant longtemps dans notre vie, on reste influencé. Tous ceux qui ont étudié la psychologie pourront vous le confirmer par ce qu'on a reçu. L'ouvrage Les secrets d'un esprit millionnaire utilise le thème le plan financier intérieur. Donc, notre plan financier intérieur est en grande partie construit sur les modèles parentaux. Donc, ce que le parent a dit, ce que le parent a fait, ce que le parent refusait, tout ça, ça construit notre plan. Mais à l'étape du conjoint, c'est beaucoup plus délicat parce qu'on est face à un adulte. On est face à un adulte qui a justement son propre plan financier intérieur. Et on est censé avoir justement une seule direction. Une seule direction. Et je ne vous apprends rien. Dans le top 3 des sujets de discorde dans les couples, l'argent fait partie du top 3. J'aurais appris la sexualité, les points de communication, mais je pense que l'argent est dans le top 3. Donc, moi, dans mon cas, à titre personnel, j'ai fait un cheminement dans le cadre de mon mariage, bon, dans le cadre même de mes fiançailles, avec une communauté catholique, la communauté du chemin neuf. Donc, ça a duré, je crois, 3 ans, un truc comme ça. Donc, c'est pas que tout le monde doit faire 3 ans. Nous, on avait déjà un certain temps et puis on a fait encore le temps avec eux. Et dans les cheminements de fiançailles,
ça aide justement à poser ce type de questions-là et à déjà déblayer un peu les pistes et puis harmoniser un peu les idées. Maintenant, après, dans la relation, comme je dis, les plans financiers se manifestent toujours, mais il faudrait que celui qui est plus éclairé des deux prenne patience. Et ça, c'est vraiment important. Moi, ma femme, historiquement, elle avait des problèmes pour gérer. Elle avait des problèmes pour gérer. Donc, c'était à peu près le profil des clients que Colombe a. Donc, ce que j'ai fait, comme je dis, c'est faire devant et faire avec. Donc, quand moi je reçois mon salaire, quand je gagne l'argent à l'EDB, je fais les comptes. On a cette expression-là en famille, faire les comptes. Je ne sais pas comment les autres appellent ça, mais nous on appelle ça faire les comptes. Donc, faire les comptes, c'est j'ai gagné, par exemple, on va finir le mois de juillet, je forme le week-end prochain, je dois faire les comptes, les inscriptions, payer les salaires, tout ça. Ça, c'est les comptes de l'EDB. Et après, les comptes personnels. Donc, les honoraires que je reçois s'inscrivent dans quel cadre? Ça va en bourse, ça va dans l'immobilier, on a l'anniversaire du mariage, faire les comptes. Donc, quand tu fais les comptes avec et tu fais les comptes devant la personne se rend compte des choses et la personne a envie de te venir en aide. La personne se rend compte qu'elle aussi elle gagne de l'argent, mais elle ne sait vraiment pas où ça va. Donc, ce que tu lui demandes déjà, c'est de mesurer son comportement de consommation. Tu n'es même pas en train de dire, je t'interdis. Non, non, non. Mesure juste son comportement de consommation. Et quand elle mesure son comportement de consommation, elle va se rendre compte que mais j'ai dépensé, je raconte n'importe quoi, là, 100 000 ou 200 000 ou 300 000 pendant les 2 derniers mois en shopping. C'est vrai que j'aime m'habiller, mais est-ce que ça vaut le coup par rapport au compte études des enfants que mon mari a ouvert en bourse? Comme vous savez, moi, mes enfants ont leur compte titre sur lequel on investit pour pouvoir financer leurs études. Donc, la bonne dame est là et elle se rend compte que est-ce que c'est normal que ce soit le mari seulement qui contribue au compte études des enfants? Est-ce que c'est normal que ce soit le mari seulement qui contribue à la construction des maisons? Bon, bien sûr, il y a des gens qui vont me dire oui, c'est ton rôle. Je ne parle pas de ce type de femmes-là. Je parle de nos femmes qui sont un peu bien, qui nous aiment un peu, qui ne vont pas nous donner ce type de réponse-là. Donc, la conscience de ce que je gagne, la conscience de ce que je gaspille et la conscience des objectifs familiaux comme les enfants ou la maison emmène généralement la personne à progressivement ajuster son comportement et être capable de contribuer. Mais il faut que vous ayez de la patience. Vous avez de la patience parce que je dis souvent aux membres de l'EDB, vous avez mis combien de temps pour venir à l'EDB? On a qu'à se dire la vérité. Vous avez mis combien de temps pour appliquer les enseignements? Non, parce que maintenant, vous avez appliqué votre femme ou votre frère ou votre collègue en 3 semaines ou en 1 mois. Il aura changé. Là où vous avez mis 1 année ou des années pour changer. Non. Le changement, ce type de changement-là, ça prend du temps. Donc, ce que moi, je peux dire toujours dans le même discours de transparence, dire la vérité au conjoint en faisant les comptes devant et avec le conjoint, montrer les objectifs familiaux, comme par exemple les enfants, l'immobilier. Et naturellement, je ne connais pas de mamans qui vont dire non, non, moi, je ne veux pas cotiser au compte des enfants. Ou même moi, je ne veux pas cotiser pour qu'on ait une maison. Moi, je veux juste faire du shopping et puis tu te débrouilles pour le reste. Je ne connais presque aucune épouse qui va donner ce type de réponse-là. Naturellement, vu qu'il y a des objectifs, il y aura un début de désir de discipline. Et vous allez juste donner les méthodes pour aller dans ce sens-là. Donc ça, c'est ma contribution sur cette question. Ok, mais Moi, est-ce que Madame à la Durébo a quelque chose à question, ajouter sur cette même question? oui, j'ai quelque chose à ajouter. Je pense que la question qui suit est aussi m'est destinée. Mais déjà, pour la question de M. Gomé, comment amener sa conjointe à adhérer à la vision de l'éducation financière des enfants? Déjà, je me dis, l'éducation financière des enfants, ça part de l'éducation que désirent donner les parents. Donc, normalement, l'éducation qu'on donne, l'éducation tous, l'éducation dans tous les domaines qu'on donne aux enfants, dépend de la vision du couple. Donc, la première question que je me pose là, c'est quelle est l'éducation financière même de la mère ou du conjoint? Comment cette personne gère ses finances? Comment les deux personnes gèrent leurs finances? Parce qu'il y a des couples aujourd'hui qui ne communiquent pas. Un couple qui ne communique pas aura des difficultés à éduquer son enfant parce qu'ils n'auront pas une ligne de conduite qu'ils pourront donner ensemble à l'enfant. Ce n'est pas comme les autres domaines où, par exemple, on sait que l'enfant doit partir à l'école, donc automatiquement, on est aligné dessus.
Si les deux conjoints ne sont pas alignés sur le type d'éducation financière qu'ils veulent donner aux enfants, ce sera compliqué. Donc, la première question à se poser là, c'est comment vous avancez avec votre conjointe sur le plan financier. Ça revient à ce que coach Brice disait tout à l'heure. Donc, vous-même, vous devez avoir un mode de fonctionnement et c'est ce mode de fonctionnement que vous allez commencer à donner à l'enfant comme valeur à avoir pour pouvoir grandir. Donc, c'est juste ça que moi, je souhaiterais rajouter. Pour l'honorable, si je peux permettre, Madame la modératrice, je peux continuer sur la deuxième question? Oui, allez-y, madame. D'accord, ok. Quand je disais que les enfants, on peut leur donner de l'argent pour de bonnes notes, c'était surtout en termes de récompense, de motivation. Bien évidemment, l'enfant est obligé de partir à l'école, il est obligé d'avoir de bonnes notes. Mais ça peut être un plus en fait. Tout dépend aussi de la conversation qu'on a avec, des échanges qu'on a avec les enfants. C'est comme par exemple le fait que je disais tout à l'heure aussi, qu'on peut dire aux enfants, OK, normalement, vous devez nettoyer la maison, mais si vous faites des tâches supplémentaires, vous pouvez avoir des cadeaux. Si vous avez un problème avec le fait de donner de l'argent à l'enfant, dites-lui juste du cadeau qu'il a, parce que de toute façon, il faut aussi faire plaisir aux enfants. Donc, dites-lui juste la valeur de l'objet que vous achetez, mais vous ne lui donnez pas de l'argent en cash parce que vous avez un souci avec ça. Mais c'est simplement le fait pour moi de mettre en lien travail et récompense. C'est parce que nous travaillons quand on reçoit de l'argent. Quand le papa, à la fin du mois, va au guichet pour récupérer de l'argent ou au distributeur pour récupérer de l'argent, c'est parce qu'il a travaillé durant tout le mois. Il s'est levé tous les matins de 7 heures. Il est rentré le soir à 20 heures. Il était tout fatigué. Il est venu jouer avec vous quand même. C'est parce qu'il a travaillé qu'il a pu avoir cet argent-là. Donc, dans votre quotidien, c'est à vous maintenant de l'adapter aux habitudes de l'enfant pour qu'il comprenne que, bon, OK, c'est parce que tu as fait des efforts que tu réussis à avoir les différents cadeaux que tu as. Donc, voilà un peu la réponse que je voulais donner à cette question. Pour moi, l'enfant ne sera pas, l'enfant normalement n'est pas censé, si on communique bien, l'enfant n'est pas censé être obligé de se dire que tout ce que je fais, les parents doivent me donner de l'argent. Non, pas forcément. Je disais, coach, est-ce qu'à cette deuxième question à laquelle Mme Durebo vient de répondre, vous avez quelque chose à ajouter sur le fait de donner de l'argent aux enfants pour des tâches, le danger ou les avantages, selon Bon, vous? moi, personnellement, je n'ai pas réfléchi dans ce sens-là. Je n'ai pas, comme vous avez vu, moi, mon intervention, ça n'allait pas dans ce sens-là. Je sais qu'il y a une réflexion là-dessus. Monétiser les tâches ménagères, bon, entre guillemets, monétiser, pour faire le lien entre l'argent et le travail, comme elle a expliqué là. Moi, si je dois apprendre à mon enfant à créer de la richesse, je lui apprendrai à créer de la richesse, mais pas comme ça. Donc, on me dit ça renvoie à la compétence créer de la richesse. Et c'est plutôt sous l'angle des problèmes que moi je vais aller. Donc, l'argent, tu le gagnes parce que tu es capable de résoudre des problèmes. Tu es capable de résoudre des problèmes. Point. Et la quantité d'argent que tu gagnes est fonction de la quantité de problèmes que tu résous ou de la sévérité des problèmes que tu résous. Donc, ça, je pose ça comme principe et je l'emmène maintenant dans la ville en termes d'observation. Et on va observer des entreprises. Et quand je dis entreprise, il y a des choses assez simples. Moi, par exemple, je suis dans une nouvelle cité et on doit laver des voitures, par exemple. Et on a, je ne sais pas sur combien de kilomètres, on n'a pas de lavage au poteau. Donc ça, c'est l'une des évidences qu'on a vues quand on est arrivé ici. Et lui dire, tu vois pourquoi il y a autant de voitures ici? Parce qu'il n'y a pas de lavage auto. Donc la quantité d'argent qu'il gagne est fonction du nombre de personnes dont tu peux traiter les problèmes. Parce que tu vois, on a roulé pendant combien de kilomètres sans voir aucun lavage auto. Et ensuite prendre d'autres cas. Donc l'emmener à observer son environnement et à identifier des problèmes. En lui disant, la maison ne fait pas partie de ton environnement. Il n'a pas payé pour que tu résolves des problèmes de la maison. C'est ta contribution en tant que membre de la famille. Mais tout ce qui est hors de la maison, c'est ton champ de tir. Donc, il y a eu une dame qui a son blog qui s'appelle Éduquer son enfant et qui parlait de ça. Je crois que j'ai la vidéo là-bas.
Donc, éduquer son enfant, peut-être que je vais vous envoyer ça après. Elle évoquait aussi les questions financières. Elle disait qu'elle a enseigné ces choses à ses enfants et tout ça. Et la fille a commencé à justement réfléchir dans ce sens-là et faire des porte-clés. Donc, quand elle a fini de faire le porte-clés, elle allait taper à... Ce sont des porte-clés faits avec des trucs de décoration, des trucs un peu artisanaux. Je n'ai pas vu puisqu'elle n'a pas montré, mais je vois un peu l'idée. Donc, elle allait taper chez la voisine du haut. Tandis, je fais des porte-clés, c'est 500. Donc, la tante la regardait, elle était toute contente. Je crois que c'est une fille de CE2 ou je ne sais pas quoi là. Elle lui a dit, OK, bravo, c'est joli, je t'en commande 10. Un peu pour voir si la fille allait percuter. Donc, la fille est revenue, maman, j'ai eu 5 000, elle était toute contente. Elle avait créé 5 000 francs. Maintenant, il faut produire les porte-clés. C'est ce que la dame d'éduquer son enfant lui disait. Elle a commencé à faire, Dit, maman, vraiment, il faut venir m'aider pour faire, parce que c'est beaucoup. Elle dit, OK, si je viens t'aider, tu dois me donner de l'argent, parce que c'est un travail que tu me demandes. Elle dit, tu veux combien? Elle dit, je veux 2 000. Elle dit, non, c'est qu'elle a fait mes porte-clés moi seul. Elle a fait ses porte-clés elle seule. Elle a eu ses 5 000. Elle a appris comme ça, comment on peut gagner 5 000 francs. Et elle a appris aussi le facteur travail. Le fait de demander à quelqu'un de faire quelque chose pour toi implique que tu dois lui donner quelque chose. Donc, moi, je dirais que apprendre aux enfants à identifier les problèmes de leur environnement, apprendre aux enfants à proposer de petites solutions, permet de gagner de petites sommes. Mais, comme je l'ai dit aussi, je suis très prudent sur cette question-là. Parce que l'enfant qui sait gagner de l'argent peut être détourné de ses études. Je veux dire, qui sait gagner de l'argent trop tôt. Donc, dans les 3 compétences financières, capacité à créer, capacité à gérer, capacité à faire fructifier, je mettrai la capacité à créer à la fin. Pour qu'il ait au moins des assises au niveau scolaire, notamment jusqu'en 3e. Sinon, ça va être compliqué. Parce que c'est quelqu'un qui sait gagner de l'argent, il ne sait plus pourquoi il doit étudier. Brice, quoi? Coach Brice. Colombe, c'est toi? Oui, c'est moi. D'accord. Okay. Je voulais rajouter un élément. Dans l'environnement, par exemple, européen, les enfants commencent à faire, à être des nounous, à faire des gardes d'enfants à partir, par exemple, de la 6e. C'est-à-dire, ce sont des tâches de vacances. Ou même un peu plus tôt, ils commencent à faire des jobs de vacances pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'argent pour pouvoir fonctionner durant l'année scolaire. Donc, il n'est pas question là forcément de dire à l'enfant durant l'année scolaire, il faut aller travailler pour pouvoir avoir de l'argent. Mais c'est surtout une question d'occuper aussi les enfants pendant les périodes de vacances. Donc, pour moi, tout dépend de l'organisation qu'on décide d'avoir à chaque étape de la vie de l'enfant et surtout de nos valeurs personnelles. Parce que l'environnement européen, par exemple, n'est pas le même que celui que nous avons en Côte d'Ivoire ici. Mais je me dis, il y a certaines choses qu'on peut quand même ramener ici et puis essayer de développer. Comme vous dites, l'activité, par exemple, que la petite fille fait, elle peut très bien le faire en vacances. Ça ne posera pas de problème sur la gestion de son temps de cours durant l'année scolaire. Ça va surtout d'ailleurs l'occuper et éviter qu'elle se retrouve à faire du n'importe quoi au quartier avec les autres enfants ou aussi à rester devant la télévision à ne rien faire. Donc, il faut toujours trouver la bonne manière de présenter ces différentes choses-là aux enfants. Pareil pour le fait de donner de l'argent aux enfants. Je le disais tout à l'heure, il n'est pas question là forcément de dire tiens 100 francs, tiens 200 francs. Il est question de récompenser. On récompense tous nos enfants. Ok, tu as été sage aujourd'hui, on va au glacier. Vous pouvez les punir parce que, voilà, vous pouvez les punir en leur disant, ok, aujourd'hui, on ne fait pas de sortie cette semaine parce que vous n'avez pas été sage. Je veux juste que vous valorisez cette sortie-là en leur disant, ok, la sortie qu'on fait, sachez bien en fait que nous allons dépenser par exemple 15 000. Histoire juste qu'ils connaissent la valeur de l'argent. Si vous êtes sage, si vous faites telle activité à la maison, je vous donnerai tel montant. Ou je vous donnerai juste le vélo. Le vélo coûte 60 000 par exemple. C'est ça la condition en fait. Si vous avez des difficultés pour donner réellement de l'argent aux enfants, ne le faites pas. Mais dites-leur la valeur de ce que vous achetez pour eux. Et franchement, il y a tellement de tips à ce niveau-là pour pouvoir éduquer financièrement les enfants que chacun doit choisir des choses qui sont en lien avec ses propres valeurs. Parce que la manière d'éduquer un enfant part d'une famille à une autre. La manière dont coach Brice le fait,
c'est sûrement pas de la même manière que moi, je vais éduquer mes enfants. Parce que lui, il est plus posé sur, il est plus tourné vers la BRVM. Moi, je serais un peu plus tourné vers le développement du patrimoine de façon générale. Donc, il y a aussi nos valeurs qui rentrent en ligne de compte. Mon premier réflexe ne sera pas forcément de partir vers la BRVM. Donc, il faudrait que chacun de vous se dise, OK, moi, quelles sont mes valeurs? Comment je décide de développer mon patrimoine aujourd'hui? Et qu'est-ce que réellement, parmi tout ce que j'ai eu comme information, comment je décide d'avancer? Parce que ce que j'ai eu à dire ne sera pas valable, par exemple, pour certaines personnes dans le groupe. Pareil pour ce que Coach Brice a dit. Et souvent, dans ce genre d'intervention-là, c'est toujours important de garder en tête l'élément le plus important et de personnaliser l'expérience des uns et des autres à vos situations personnelles. Parce que je le dis souvent, dans le domaine de la finance, au-delà de comment on gère comment on décide de partir investir sur la bourse, qui est assez unanime, ou par exemple, ou simplement la manière d'investir sur la BRVM est identique pour tous, mais la manière de gérer votre argent pour avoir cette épargne-là ne sera pas identique pour chacun d'entre nous, en fait. Chacun de vous a sa réalité. Chacun de vous a ses problèmes. Mais vous arrivez quand même à avoir le montant cible pour pouvoir aller mettre votre argent sur la BRVM. Donc, essayez de garder en tête que votre enfant, d'abord, doit suivre vos valeurs. Et c'est en fonction de vos valeurs que vous essayez maintenant de trouver des tips pour leur permettre d'avoir une éducation financière pour ne pas faire surtout les mêmes erreurs que vous. Ainsi prennent fin mes propos. D'accord. Merci beaucoup. Nous avons des questions dans le groupe. D'accord, vas-y pour les questions. Ma question, y a-t-il un découpage en tranches d'âge pour enseigner à ses enfants ou leur permettre de développer les différentes compétences financières évoquées par le coach Brice Kwao? D'accord. Moi, je raisonne pas en tranche d'âge parce que je suis pas très bon. Je veux dire, un enfant qui a 10 ans, je vois pas trop. Je raisonne en termes de niveau scolaire parce que je sais que ça implique des choses. Donc, comme je disais, du primaire, maternelle et jusqu'au CE1, CE2, si je dois faire de l'éducation financière, c'est d'éducation financière sans parler d'argent, mais en parlant des ressources en général. Donc, ne gaspille pas l'eau, éteins le courant, des choses comme ça. Mais à partir du CM1, on commence à faire des calculs un peu plus raffinés. Là, on peut parler de budget. Donc, CM1, CM2, 6e, 5e, budget et investissement. Et comme je l'ai dit, n'oublions pas que Warren Buffett a commencé à investir à 11 ans. Donc, ne sous-estimons pas la capacité des enfants. 11 ans, ça correspond à quoi? Moi, j'avais 11 ans, je crois que je devais être, je sais pas, 11 ans, ça fait quoi? En tout cas, c'est dans cette zone-là. Donc, je me dis que si Buffett a pu comprendre la bourse à 11 ans, bon, c'est juste qu'il faut expliquer aux gens, quoi. Donc, c'est en termes de niveau scolaire. Donc, CM1, CM2, 6e, 5e. Maintenant, sous l'angle de la création de richesse, ce que Colombe disait tout à l'heure sur les vacances scolaires, je suis d'accord avec ça. En Afrique, les gens allaient au champ en vacances scolaires. Donc, tactiquement, on apprenait à nos enfants à créer de la richesse, en tout cas pour ceux qui avaient des éducations familiales villageoises, naturellement en vacances scolaires. Maintenant, moi, mon propos concernait plutôt toute l'année, donc pas un moment spécifique. Donc, quand il s'agit de toute l'année, alors moi, je le mettrais après, à partir de 4e, 3e seconde. C'est-à-dire un moment où l'enfant a au moins acquis certaines connaissances, certaines bases, et puis on lui explique que tout ce que tu es en train de faire là, tel que le système fonctionne, la finalité, c'est de travailler. Il va comprendre assez rapidement. 4e, 3e seconde, on sait ce que ça veut dire travailler. Le salaire, c'est ça, machin, tout. Voilà à peu près ce qui va se passer. Mais à part ça, voici une autre façon de réfléchir. Donc, résoudre des problèmes pour gagner de l'argent, ça s'appelle entreprendre. Et on va lui enseigner ça. Donc, moi, je lui laisserai un peu le temps de poser certaines choses déjà. Parce que si réellement il percute sur l'entrepreneuriat, vous savez ce qui peut se passer. Bill Gates, Zuckerberg, et même récemment, j'étudiais des entrepreneurs français. J'ai oublié le nom de l'entreprise. C'est une start-up française. Le gars, il était dans une grande école d'ingénieurs là. Et quand il a trouvé son idée d'affaires, il a plaqué ses études. Donc, il a dit, mais quand le journaliste disait, mais quand vous avez fait ça,
qu'est-ce que les parents disent? Mais tout le monde m'a dit non, fais au moins le diplôme d'ingénieur. Il dit, je suis allé m'asseoir, j'ai fait quoi là? Il dit, j'ai fait 2 mois, 3 mois, mais ça n'allait pas en fait. Je suis parti. Et c'est ce que moi je veux éviter. Si l'enfant percute sur la création de richesse, il peut ne plus supporter même d'être en classe. Il peut estimer qu'il perd son temps. Donc moi je veux amener ça à un moment où au moins il a posé des bases. Le BPC, ça ne vaut pas grand-chose, mais au moins il a posé des bases et puis on lui apprend la création de richesse. Donc je ne sais pas, Gbagba Bressi, ça répond à ta question. Je n'ai pas d'âge, mais j'ai des niveaux de conscience éducative que je veux qu'ils obtiennent d'abord. Ok, coach. Merci. On a une autre question de Monsieur Lalibi. Comment des parents qui n'ont aucune éducation financière peuvent apprendre cela à leurs enfants? Je pense qu'elle a adressé à Madame Djirebo. Ce dernier n'a pas d'autre chose que lui-même se former avant de commencer à parler d'éducation financière à son enfant. Quelles sont les bases que lui, il aimerait avoir déjà pour avoir une meilleure situation pour son futur? Qu'il détermine d'abord, lui, ses objectifs, qu'il détermine les erreurs, qu'il fasse une analyse de sa situation, qu'il voit les erreurs qu'il a eu à faire dans son passé et où il veut aller. Donc, quels sont les objectifs qu'il veut aller? Je pense qu'à partir de là, il saura déjà quoi dire à son enfant sur les erreurs qu'il a eu à faire dans sa vie. On essaie toujours de donner plus que ce que nous, on a eu à nos enfants. Donc, on essaie aussi de faire en sorte qu'ils puissent éviter les erreurs qu'on a eu à commettre durant notre vie antérieure. Donc, la seule réponse que j'ai à donner, c'est qu'il se forme lui-même. Donc, par rapport à la dernière question, je disais tout simplement que si la personne a elle-même des difficultés à gérer ses finances, elle doit d'abord faire une analyse de sa situation personnelle, déterminer toutes les différentes actions qu'elle a eu à commettre dans le passé qui l'ont poussé à vivre, qui l'ont permis ou poussé justement à vivre ou à subir la situation qu'elle vit actuellement, afin que ce dernier-là puisse éviter de commettre les mêmes erreurs pour son avenir. Donc, que cette personne-là, tout simplement, essaie de se former avant de parler d'éducation financière à son enfant. Comme ça, ça lui permettra de donner une très bonne base à ce dernier-là. Ok, madame. Il y avait une des questions que j'avais vues, apparemment. Reine, s'il te plaît, je vais devoir... Colombe m'a présenté une requête qui est tout à fait valable en annexe. On avait convenu, elle et moi, d'une heure, 18h, 19h. Là, on est à 1h30. Et les questions continuent d'arriver. Donc, ce que je vais demander aux uns et aux autres, c'est qu'on soit sur la dernière question vraiment. Et puis, on va sursoir au forum. Et comme le groupe a été créé, vous pouvez laisser quelques questions en commentaire là. On va répondre en semaine. Ça va permettre à ceux qui n'ont pas suivi le direct d'avoir accès aux audios que Ren va déposer déjà ce soir ou demain et un peu répondre aux questions ça et là. On va fermer le groupe sous quelques jours. Donc, on pourra répondre à quelques questions là et puis on va fermer. Donc, déjà pour les besoins du plan de l'enregistrement et de la disponibilité de Mme Colombe, on va juste une seule question. Je disais, je donne la dernière question. Donc, vous avez une question de M. Gomé qui dit qu'il passe très peu de temps, donc 20% de son temps avec sa famille, donc madame et les enfants, et elle passe encore plus de temps, donc 100% de son temps avec les enfants. Donc, comment emmener son épouse à adhérer à la vision d'éduquer financièrement les enfants, vu que c'est elle qui passe plus de temps avec eux? Bon, personnellement, je pense avoir déjà répondu à ça. C'est une distribution du temps parmi toutes celles qui existent. On a des membres de l'EDB qui sont par exemple marins. Je leur salue au passage, Eman Allo. Donc, il peut faire 6 semaines en mer, 10 semaines en mer, non que 2 semaines sur terre, et ainsi de suite. Chacun a son métier. Donc, la distribution du temps, elle est ce qu'elle est. Maintenant, justement, puisque c'est l'autre conjoint qui est là, il faut s'arranger à ce que l'autre conjoint partage notre vision sur certaines choses, parce que c'est lui qui va transmettre la vision. C'est pour ça que j'ai dit, le travail à faire, c'est le travail à faire avec le conjoint. Le travail à faire avec le conjoint, c'est de dire, voici notre orientation en tant que famille. Et je le répète encore, je ne connais aucune femme à qui tu vas dire, achetons une maison ou préparons un compte pour l'étude supérieure des enfants. Et elle va dire, non, ça ne m'intéresse pas.
Franchement, ça fait 6-7 ans que je suis coach, je n'ai pas encore entendu ça. Ce que j'entends, c'est que vous dites aux femmes, mais arrête de dépenser, arrête de dépenser. Et elles le vivent mal parce que, comme je disais, en termes de plan financier intérieur, pour certaines personnes, vivre implique consommer. C'est la programmation qu'elles ont. Donc, quand tu les empêches de consommer, tu les empêches de vivre. Tu t'opposes à leur épanouissement. Et ça, il faut en être conscient. Donc, il ne faut pas attaquer la question sous cet angle-là. Il ne faut pas attaquer la question sous l'angle de tu as de mauvaises habitudes. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est de dire, voici là où je voudrais qu'on aille et voici ce que ça implique de ma part. En principe, la personne va aussi se joindre à l'effort. Et c'est en voulant se joindre à l'effort qu'elle aura la discipline de la gestion budgétaire. Et comme elle a la gestion budgétaire, elle va pouvoir la transmettre aux enfants. Parce qu'il y a un but qu'on poursuit par derrière. Donc, je disais que c'est de partager la vision au conjoint. Et le conjoint, c'est quand il adhère à la vision qu'alors la discipline, les méthodes en découlent naturellement. Le problème que vous avez, c'est que vous ne partagez pas la vision, vous partagez des critiques sur le comportement des gens. Je n'aime pas un comportement, tu gaspilles trop. Mais. Ça, personne ne le reçoit favorablement. Personne ne le reçoit favorablement et donc personne ne va le transmettre à vos enfants comme étant... En fait, tu énerves tout le monde dans la maison. Parce qu'on se connaissait ici, c'est le même comportement-là que tu avais. Depuis que tu es à l'école de la bourse, c'est là que tu veux changer, on te connaît ici. Donc finalement, on ne va pas procéder de la sorte. On va partager la vision, faire épouser la vision. La vision va impliquer une discipline et la discipline sera transmise naturellement aux enfants. Commencez par la vision. Ne commencez pas par la discipline. Ne commencez pas par les contraintes. Commencez par la vision. Moi, j'ai dit à ma femme, aujourd'hui, elle est dans sa maison, elle est contente. Mais c'était un choix. Colombe le disait la dernière fois sur Facebook. Elle est expatriée, elle vient à Yopougon, on la critique. Moi, vous connaissez mon salaire, je ne vais pas le dire sur YouTube, mais le salaire que j'ai et le fait de ne pas avoir de voiture pendant des années, et en plus de vivre à Yopougon, ce sont des choix. Je travaille dans une institution internationale, ce sont des choix. Mais ça, si tu n'expliques pas la vision à ton conjoint, mais ça ne va pas aller. Ça ne va vraiment pas aller. Parce qu'il y a une chose de se priver quand on n'a pas. Ça, la plupart des femmes arrivent à faire. Mais se priver quand on a, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce que ta femme va transmettre à tes enfants dépend de ce qu'elle-même, elle aura reçu de toi. Et ce qu'elle aura reçu de toi dépend de la vision que tu lui auras partagée. La question, c'est est-ce que vous parlez de la vision à vos épouses ou vous parlez juste des contraintes, des contingences, en fait, de tout ce qu'elle doit faire, mais en vue de quoi? C'est vraiment ça le point. À vos épouses et à vos Je époux, pense il n'y a pas que les femmes qui gèrent que mal. le thème, c'était plutôt l'éducation financière des enfants, mais à l'allure où vont les choses, on est plutôt passé sur l'éducation financière des conjoints. Donc, je pense que ça sera le thème d'un autre programme, certainement. Là, on est à 19h42. On va arrêter dans très peu de temps. Certainement, Madame Colombe Djirebo a quelque chose à ajouter. On a beaucoup d'hommes dans le groupe. Je me rends compte que ce sont des hommes qui ont besoin de pouvoir transmettre quelque chose à leurs épouses pour les enfants en termes d'éducation financière. Qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire, on va dire, comme dernier mot? Et puis, si vous avez quelque part une solution à leur proposer, quelle serait cette solution? Je Je vais souhaiterais compléter déjà... rapidement. Vas-y. Colombe, excuse-moi, je vais compléter rapidement le cadrage que l'assistant vient de faire. Ça va te permettre de compléter ce qu'on s'est dit en privé là, dans cette séquence-là. D'accord. Donc, c'est ton mot de fin et puis en même temps, c'est la présentation de ce que tu sais là. À ces hommes-là, je souhaiterais leur dire déjà que c'est important que vous commencez à gérer vos revenus, à gérer vos finances avec vos épouses. Parce que tant que chacun gérera son argent de son côté, vous n'allez pas arriver à avoir une gestion commune des charges ou à avoir une vision commune, comme le disait le coach Brice. Donc, c'est très important déjà que vous ayez une vision et c'est sur cette vision-là que vous allez développer votre patrimoine et tout ce qu'il y a comme investissement à faire. Donc, avec le coach Brice, on a vu la possibilité de vous proposer une formation. Je pense que dans les prochains jours, il vous enverra les informations en termes de tarifs et autres.
Mais sachant en fait que je commence à collaborer dès maintenant là avec lui sur la partie éducation financière. Donc, le but là, c'est de vraiment vous aider à assainir dans un premier temps vos finances, de sorte à ce que vous puissiez efficacement investir sur la BRVM et sur utiliser d'autres leviers pour pouvoir développer votre patrimoine. Parce que moi, mon objectif, c'est réellement de vous aider à épargner, à investir et diversifier vos investissements de sorte à ce que vous puissiez avoir de vrais revenus passifs pour préparer votre retraite. Et ne vous dites pas en fait que vous devez le faire, la retraite se prépare à quelques années avant le terme en fait. La retraite se prépare dès le premier emploi. Donc vous faites très bien d'appartenir au groupe de Coach Brice et je vous souhaite beaucoup de courage parce que il faut avoir vraiment beaucoup de courage pour se priver, pour pouvoir évoluer. Donc, je resterai à votre disposition. Coach Brice nous donnera les prochaines étapes et j'espère qu'on pourra ensemble qu'on pourra parler de la gestion des finances de vos différents couples ou même pour les personnes célibataires. C'est avec plaisir que je vous accompagnerai. Voici donc mon mot de fin. D'accord. Merci, madame. Coach, vous avez certainement quelque chose à rajouter rapidement. D'accord, ok. Donc, comme elle a dit, comme vous le savez, la mission de l'école de la bourse est en train d'évoluer. Au début, c'était rendre l'investissement en bourse facile et accessible à tous. C'est encore ce qui est publié, ça et là. Mais vous qui êtes à l'intérieur de l'école, vous vous rendez compte, on n'avait pas ce type de meeting là avant. Donc, on est en train d'aller vers améliorer le bien-être financier des populations. C'est un peu ça la nouvelle formulation de la mission. Améliorer le bien-être financier des populations implique offrir aux populations un ensemble de contenus sur justement les différents aspects de la santé financière. Comme je l'ai dit tantôt, la capacité à créer, la capacité à gérer et la capacité à faire fructifier l'argent. Jusqu'à présent, on n'était que sur la troisième, faire fructifier l'argent. Donc, sur la deuxième, la capacité à gérer, on a un cours qui s'appelle « Comment gérer son salaire, identifier et traiter les foyers de gaspillage ». C'est un cours nouveau de l'école de la bourse qui a été lancé cette année, qui a eu sa première édition en présentiel en février. Donc, la deuxième édition et la dernière de l'année aura lieu en ligne en août avec justement Colombe. Voilà, c'était ce que je vous cachais comme cadeau. Bon, cadeau, c'est plutôt payant, mais bon, comme avancée de l'école. Donc, l'idée, c'est que on est maintenant à l'intérieur de l'école un ensemble de, entre guillemets, facultés qui correspondent aux besoins réellement des membres. Parce que, comme je le dis toujours, la BFM ne peut pas résoudre tous vos problèmes. Aucun support d'investissement ne peut résoudre tous vos problèmes. Parce que les problèmes financiers sont variés et sont fonction justement de l'analyse de vos résultats par rapport aux compétences que j'ai dites tantôt. Donc, quelqu'un qui gagne 100 000 par mois, 60 000 par mois, 150 000 par mois, il ne gagne pas beaucoup d'argent. Il doit apprendre à gagner plus d'argent. Quelqu'un qui épargne 0 francs, quel que soit comment tu conjugues tes problèmes, il y a un problème de gestion, etc. etc. Donc, l'école de la bourse est en train d'évoluer dans ce sens-là. Donc, on a eu déjà, vous le savez, le coach Vincent Cadio qui a rejoint l'équipe sur EDB Business. Donc, comment entreprendre avec succès en conservant son emploi. Il y a Guillaume Yoboué, que certains connaissent parce qu'il est de l'EDB 2016-17, sur le cours d'immobilier, comment acheter un terrain sans se faire arnaquer. Donc, EDB Immobilier. Il y a le coach Erwin Ingeta, qui a rejoint aussi l'équipe sur la thématique de la crypto. Donc, comment investir dans les cryptos sans se faire arnaquer, toujours. Donc, ce cours a eu lieu en mai, je crois. Et dernière personne que j'attendais, c'est Colombe, justement sur la thématique du budget. Donc, je pense qu'on est complet maintenant. Gérer, créer, investir. On sera capable en tant qu'école de produire de la valeur sur toutes ces thématiques-là grâce à ces partenariats-là. Donc, ce cours aura lieu le dernier week-end du mois d'août. Donc, quand vous prenez le calendrier d'août, j'ai oublié, mais c'est le samedi, dimanche. Samedi, dimanche, il aura lieu en ligne via Zoom. C'est un cours de 4 heures. Donc, on va prendre 2 heures samedi, 2 heures dimanche. Probablement ce type d'heure-là, 18h, 20h ou 17h30, 19h30. Donc, c'est vraiment maintenant pour travailler sur la gestion effective du salaire et du budget familial. Et ceux qui ont posé le problème de leur femme et tout ça, vous pouvez les inscrire au cours pour qu'elles puissent voir.
Donc, on va en reparler dans les différentes communautés, WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook de l'école. Mais déjà, je voulais vraiment vous informer que on va y aller maintenant avec toutes ces ressources-là pour vous aider, pour nous aider en tant que communauté à être plus compétente et en meilleure santé sur l'ensemble des aspects de la finance. Pas juste nos investissements, mais aussi les autres aspects. Donc, ça, c'est concernant le cours sur le budget. Concernant tous ceux qui nous ont rejoints, qui ne sont pas de l'école de la bourse, si vous savez déjà gérer votre argent, il y a le cours sur l'investissement qui existe. Donc, l'investissement à la BFM en l'occurrence. Donc, vous pouvez aussi rejoindre cette communauté-là. Comment investir avec succès à la BFM. Donc, ce cours-là, il est tenu par moi. Voilà. Donc, c'est le cours historique de l'école de la bourse. Il aura lieu le week-end prochain, donc le 30, en présentiel. Il est aussi disponible en ligne. Donc, ça, c'est pour ceux qui savent gérer déjà. Ils vont apprendre plutôt à investir. Donc, aujourd'hui, en tout cas, dans toutes les communications qu'on fera à l'EDB, on va essayer de distinguer les problèmes pour que chaque personne qui nous écoute, que ce soit en direct ou en différé sur YouTube, puisse savoir qu'on a aujourd'hui beaucoup plus de solutions pour les différents problèmes financiers qui existent. Donc, voici les deux activités à venir. Cours BFVM le week-end prochain, 30 juillet, et cours sur la gestion du salaire et du budget familial le dernier week-end du mois d'août en ligne. Parce qu'on a déjà fait la version en présentiel en février. Donc, sur ce point, moi, j'ai fini. Ok, merci Coach Kwao, merci à Madame Djerebo. Bienvenue dans la grande famille de l'EDB. On espère que vous allez vous y sentir bien. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis, je vais dire ça comme ça. Et puis, comme le coach l'a signifié, les différents programmes vous seront mieux détaillés dans le groupe. C'est vrai que le groupe sera fermé dans pas très longtemps, mais on va vous donner toutes les informations avant de fermer le groupe et tout. Vos questions, vous pourrez les déposer dans le groupe et puis, courant la semaine, selon la disponibilité de nos formateurs, ils pourront venir répondre. Donc, je veux dire que nos questions doivent être orientées niveau éducation financière des enfants. Concernant l'éducation financière des conjoints et conjointes, certainement dans le programme à venir, ces détails-là pourront être traités. Encore merci à vous et puis on vous souhaite de passer une excellente soirée. D'accord, vous pouvez ouvrir les micros pour les revoir. J'aime bien que les gens qui écoutent en replay sachent qu'il y avait des gens avec nous. Donc, ouvrez le micro pour les revoir avant qu'on ne coupe l'enregistrement. Merci, coach. Merci à Madame Djerebo. Merci à tout le monde. On a beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé. Super. Merci encore. On vous attend en août. On est calé, D'accord. Coach, on va faire venir d'autres personnes, c'est ça le plus important. On doit faire venir nos maris. Ouais. Oui, allô? Allô? Beaucoup coach, merci beaucoup à Madame Djerebo. Portez-vous bien.